parce qu'on n'avait pas beaucoup d'électricité, on n'avait pas des lampes très très efficaces, donc il fallait que le contraste entre le jour à l'extérieur et le faible jour à l'intérieur soit très très fort. Et donc on a refermé tous les bâtiments. Mais quand on fait le point, je ne parle pas du Crystal Palace à Londres, mais je parle aussi du bâtiment de Palladio à Vicenza. Le bâtiment de Palladio, il est complètement ouvert sur l'extérieur. Je ne sais pas si vous avez visité, c'est assez facile. Il y a toujours la lumière du jour à l'intérieur. Et même quand on fait des spectacles, comme les spectacles ont lieu le soir, sauf à un moment, ça dépend, si c'est un concert, on laisse ouvert. De temps en temps, ils ferment trois volets derrière parce qu'il y a le soleil qui tombe sur la scène, mais sinon, les volets sont toujours ouverts et ça ne gêne en rien, absolument en rien, la qualité des spectacles. En plus, on a quand même énormément l'habitude, surtout en France, des festivals de plein air. On a même un festival au Théâtre de la Lune, à côté de Montpellier, dans lequel on va jouer avec la Lune. Les éclairages vont être faits que par la Lune le soir. Donc on a des lieux comme ça dans lesquels on vit totalement à la lumière du jour, ou à la non-lumière du jour quand le soleil se cache ou se couche, et on vit très très bien. Donc on a commencé à faire des salles très très ouvertes. Donc évidemment Porto c'est la première salle. Vous voyez évidemment là ici quand même ça fait 20 mètres de large, un peu plus de 12 mètres de hauteur. Mais les loges qui sont ici sont aussi ouvertes. Les loges, c'est les loges des chefs et des solistes qui sont là. Elles sont aussi largement ouvertes sur la plaza. Et là, il n'y a personne sur la plaza, mais en général, le nombre de skates qui se trouvent sur ce lieu qui est fait pour ça, on dirait, c'est impressionnant. Donc je veux dire, là, ce sont les bureaux. Les bureaux sont complètement à la vue du public. Et ça, ici, c'est un accès secondaire pour les handicapés. Mais ici, derrière, vous avez une autre grande baie vitrée qui donne sur un restaurant qui, au départ, était un restaurant réservé pour les artistes et pour les musiciens et le staff de la Casa Musica, et qui maintenant a été ouvert, tellement il avait de succès, au public. C'est-à-dire tout est ouvert, tout est visible de partout. Je pense que cette image, elle est tout à fait symptomatique de ce lieu. C'est-à-dire que de partout, on voit tout ce qui se passe dans tous les sens. C'est-à-dire, ça, c'est une vue qui est prise de la salle sur une autre salle qui donne sur cette grande salle, on va le voir tout à l'heure. Les visions se font dans les deux sens, et la richesse de cette salle, elle est dans les deux sens. Alors, c'est effectivement, Raim Koolhaas a très longuement expliqué, c'est un projet qu'il avait fait avec un architecte mexicain très connu, pour une maison d'un particulier qui n'a jamais vu le jour, mais il a repris le projet, il l'a simplement agrandi. Là où il y avait la chambre à coucher, il a fait une grande salle de concert, et en dessous on a trouvé les salles de répétition, différents bureaux, différents aménagements, un grand corridor qui dessert la totalité du bâtiment, et au-dessus il y a un restaurant, une grande terrasse, une deuxième terrasse qui est de l'autre côté. Et les vitrages qu'on voit là, ce sont des vitrages qui donnent sur des lieux dont un était à l'origine pour les enfants, c'est-à-dire vous venez au spectacle et vous pouviez laisser vos enfants. Un autre, c'est pour toute la musique informatique, enfin et vous avez plein de consoles. Enfin, ça dépend, des fois elles n'y sont pas, des fois elles y sont, ça dépend des activités qui sont à l'intérieur, et vous avez plein d'ados qui viennent travailler véritablement sur la musique, qui font des choses très intéressantes. Vous avez sur l'autre façade, vous avez aussi les VIP, la loge VIP qui donne aussi sur la salle. Un plan d'une simplicité biblique, un petit balcon, un autre petit balcon de l'autre côté, un petit chœur ici, et ça c'est vitré, ça c'est vitré, ça c'est vitré, ça c'est vitré. Et certains disent, et lui-même le dit, qu'il ne s'intéresse pas tellement au contexte dans lequel il travaille,
Alors je peux vous dire que si vous êtes français, vous avez les boules quand vous asseyez ici dans l'axe. Parce que juste dans l'axe, et juste en face, de l'autre côté, ici il y a une grande place, il y a une grande colonne, et sur la colonne, vous avez un lion, le lion britannique est en train de bouffer l'aigle français. C'est assez impressionnant. Je lui ai dit, tu as fait exprès ou pas? Jamais vraiment répondu. Voilà les vues de cette salle, de l'intérieur. Alors évidemment, qui dit transparence dit rideau. Alors on a différents types de rideaux. On a des rideaux qui sont là pour filtrer un peu la lumière du jour, mais pas la bloquer complètement. On a des rideaux de type blackout totalement. Et on a aussi des rideaux acoustiques pour modifier l'acoustique interne de la salle quand on est en musique amplifiée, par exemple. Donc c'est un projet d'une complexité au niveau de la scénographie tout à fait mais génial. Et on a commencé à vraiment travailler sur les rideaux. Avec les deux? Non, comme ça? Oui. La transparence va jusqu'au réflecteur acoustique. Le réflecteur acoustique est un élément obligatoire dans une salle de concert qui est placé, selon les acousticiens, entre 7 et 13 mètres de hauteur, au-dessus des musiciens. C'est aussi selon l'importance de la formation musicale qui est en dessous. Rem Koolhaas a souhaité que cet élément soit lui aussi transparent. En fait, il n'est pas complètement transparent parce qu'il est compliqué à être transparent. C'est un élément qui est gonflé, qui est en permanence gonflé, qui est deux lentilles qui ne sont pas de même forme au-dessus et en dessous, et qui ne sont pas non plus la peau qui forme ces lentilles n'est pas de même épaisseur, ce qui procure des réflexions très très intéressantes pour les musiciens, qui est vraiment un truc génial. Cet élément peut aussi servir d'écran, de mauvais écran, mais c'est un écran qui peut servir à la musique. Plutôt que de le planquer au plafond, on peut le mettre verticalement et faire des jeux d'éclairage sur cet écran. C'est aussi c'est intéressant. Là, il y a des orgues. C'est un peu un canular. Ce sont des orgues qui sont en contreplaqué, qui ne servent strictement à rien. L'État portugais n'a jamais eu l'argent pour s'acheter les orgues, même d'occasion. Donc, par contre, ils étaient prévus au départ et l'acousticien en avait tenu compte. Donc, Rem a décidé de faire du kitsch. Et c'est bien réussi. En kitsch, c'est pas mal. Voilà d'autres vues. Alors, la salle, j'en parle dans 2 secondes comme ça, mais c'est du contreplaqué de base. C'est du contreplaqué tout à fait simple. La seule différence, c'est que c'est de l'or fin qui est sur ces petites formes-là. C'est de l'or fin, voilà, sur le contreplaqué. Là, vous voyez aussi derrière, c'est un rideau tissé, absolument extraordinaire. C'est un gros tissage qui a été réalisé par des femmes portugaises à partir d'éléments de tissu de récupération. Un tout petit truc sur les éclairages, parce que c'est nous qui avons travaillé sur les éclairages avec Rem Koolhaas, mais sans être éclairagiste. C'est-à-dire que nous, on est capable de faire... on est véritablement capable de faire des propositions à l'architecte, de faire des choix de matériel, ensuite de suivre le développement, de le régler, etc. etc. Mais c'est pas nous on n'est pas des lighting designers. On laisse ça à d'autres. On a déjà suffisamment de travail, mais c'est surtout qu'on ne veut pas rentrer en concurrence et on a un trop grand respect du travail de l'architecte et on pense qu'il ne peut y avoir qu'un seul maître à bord. Je suis assez effaré à chaque fois que je vais à Copenhague, je vois le travail, très bon travail comment il s'appelle, l'éclairagiste de Jean Nouvel, avec qui il travaille en permanence, celui qui a fait les éclairages aussi à l'Opéra de Lyon, Kersalé, mais ils n'ont rien à voir avec l'architecture de Jean Nouvel. Et je comprends pas, je suis étonné. Là, ici, il y a une cohérence depuis le départ, c'est-à-dire que ces éclairages-là, ils sont conçus depuis la PS ou la PD. Je veux dire, on n'a pas bougé. Ensuite, on a simplement fait des mock-ups, on a fait des essais, on a fait des éclairages. Quand il s'est agi de faire
on a essayé, on nous a demandé aussi de faire les éclairages de l'extérieur du bâtiment, c'est-à-dire de toute la plaza. Mais si vous y allez le soir, et vous voyez, c'est un béton blanc qui prend toute la lumière, le peu de lumière, et dans une ville, il y a énormément de lumière perdue. Ce bâtiment, il vit tout seul, il n'a pas besoin d'être éclairé. Donc on n'a jamais éclairé le bâtiment. La seule chose qu'on éclaire, c'est les ouvertures qui sont pratiquées à l'intérieur de ce bâtiment. Et c'est largement suffisant. On le voit là, ici, ça c'est l'arrière, c'est l'autre côté du truc. On a une fenêtre un peu moins large, mais aussi tout à fait haute. Et entre les deux, on a un bar qui est ici. Ça, c'est une autre petite salle qui est en gros perpendiculaire, qui n'est pas vraiment perpendiculaire, à la grande salle, et qui est aussi avec une grande surface vitrée de ce côté-là. Et de l'autre côté, on le voit d'ailleurs parce qu'on est derrière, là, on voit les reflets à l'intérieur, on est directement dans la grande salle. Je voulais vous revenir sur le Quai Branly, parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Le Quai Branly peut aussi se transformer en un théâtre tout à fait traditionnel. Et il y a un grand rideau qui en vient en limiter le volume utilisable par les spectateurs ou par les artistes. Mais on peut aussi enlever tout ça et on est à l'intérieur du parc. Le parc est complètement présent. Ces grandes portes-là s'ouvrent complètement. Et il peut y avoir un jeu de théâtre entre ces trois théâtres, en fait, 1, 2 et celui qui est à l'extérieur. C'est utilisé de temps en temps. C'est utilisé, par exemple, à l'ouverture pour les artistes néo-zélandais sont venus faire des danses traditionnelles et ont traversé l'ensemble du bâtiment. Mais on fait, vous voyez, des conférences sans aucun problème. Et là, peut-être parce qu'on a un vidéoprojecteur qui est de meilleure qualité que celui-là, on a pu laisser les fenêtres ouvertes derrière. Un autre lieu où là, la notion de lumière du jour est importante, mais aussi la notion d'ouverture sur la ville est très très importante, c'est à Leicester en Angleterre. Leicester, c'est une ancienne ville industrielle dans laquelle il devait refaire le théâtre parce qu'il a été exproprié ou je ne sais pas quoi. Et cette ville industrielle est en train de se casser la gueule complètement. Et 45% de la population, au moment où la municipalité a pensé refaire un théâtre, 45% étaient déjà non blanches, majoritairement asiatiques, pakistanaises, mais pas que. Et la mairie nous a carrément demandé à l'architecte et à son équipe de réaliser un bâtiment qui soit complètement ouvert sur la ville et particulièrement sur les communautés qui sont autour et qui vivent autour pour pouvoir intégrer ces communautés à l'intérieur de leur spectacle. Ils ont aussi pris comme metteur en scène une indienne, ils ont aussi une pakistanaise, ils ont aussi pris, etc. Ils ont fait les choses telles qu'il le fallait. Mais la proposition qu'on a faite à l'architecte a été de mettre la scène au niveau de la rue, complètement, et la scène ouverte sur la rue. La scène, elle est là. On va la voir tout à l'heure. Et donc, les gens en passant, quand ils vont à leur travail, quand ils vont faire leur cours, parce qu'il y a un très très beau centre commercial fait par une architecte iranienne, ça va revenir, qui est juste derrière. Donc c'est un lieu qui est très très passant, qu'ils ont rendu piéton, alors qu'avant il y avait vraiment un grand passage de voitures. Et on peut voir une activité continuelle à l'intérieur de ce théâtre. Ce qu'on ne voit jamais en France. En France, les trois quarts des gens se demandent pourquoi il y a 300 personnes, ou un peu plus, qui travaillent à l'Opéra de Lyon. Vous ne les voyez jamais, ces 350 personnes à l'Opéra de Lyon. Vous savez qu'au TNP à Villeurbanne, il y a 60 personnes. Il y en a 3000 qui travaillent à l'Opéra Bastille à Paris. Que ce soit l'Opéra Bastille, que ce soit à Garnier, que ce soit à Villeurbanne, que ce soit à l'Opéra de Lyon, vous ne voyez jamais ces gens-là. Vous ne les voyez jamais, vous ne savez même pas que... tout le monde, enfin, on se doute bien qu'il y a un petit peu de travail quand même avant de présenter un spectacle, mais on ne peut pas se douter tant qu'on ne les voit pas travailler toute la journée. Donc là, dans cet endroit-là,
on a mis une scène qui est coincée entre deux théâtres, enfin qui est partagée entre deux théâtres, un théâtre tout à fait traditionnel à l'anglaise, un black box qui était une salle transformable, et ce lieu de spectacle est un lieu qui est complètement visible depuis la rue. Alors évidemment, quand il y a des spectacles et qu'il y a des gens qui ont payé ici, on ferme, on fait tomber des cloisons qui sont en même temps acoustiques et on isole le lieu de présentation, de démonstration. Mais quand on est dans la journée, pendant qu'on est en train de travailler, pendant qu'on est en train de monter des décors, en train de faire des réglages, etc., de faire la peinture, parce que l'atelier de peinture est en face, donc il y a une grande porte ici qui permet de voir aussi les activités à l'intérieur de l'atelier de peinture. Et comme en Angleterre, la peinture se fond verticalement, à différence de la France et d'Italie, le spectacle est continuel. Il y a toujours quelque chose à voir. Eh bien, ce théâtre fonctionne extrêmement bien. On en a profité pour transformer tous ces espaces publics en espaces de cirque, c'est-à-dire que partout on peut faire des activités, on peut suspendre du matériel, on peut suspendre des agrès, mais aussi des éclairages, de la sonorisation, et il peut y avoir, et il y a, au carnaval par exemple, il y a traditionnellement, maintenant le carnaval commence ou finit ici, je ne sais plus. Voilà des photos de l'intérieur de cette salle. Là, on est dans la black box et on voit la grande salle traditionnelle. Là, ici, on voit la rue depuis la grande salle. Et on voit la black box qui est derrière. Ça, c'était pendant les travaux. On voit donc ces circulations qui sont le long de la rue qui est ici. On voit encore la rue. Et on voit le théâtre qui est là. Ça, c'est une protection simplement pour pouvoir appuyer des éléments de décor, pour pouvoir délimiter des espaces, mais ça, évidemment ça laisse passer et le son et la visibilité. On voit encore une autre vue là ici. Depuis le grill technique, une autre vue depuis le grill technique où on voit tous les équipements qu'on a pu installer qui sont extrêmement, là aussi, très sophistiqués. Ils avaient beaucoup d'argent pour ça. Une autre méthode, un autre endroit où on peut employer la visibilité, c'est, là on est revenu à Copenhague, dans le bâtiment de Jean Nouvel, dans un des studios d'enregistrement, mais aussi de répétition. Et ces studios d'enregistrement et de répétition, Jean a souhaité qu'ils soient visibles depuis les coursives du bâtiment. C'est-à-dire que dans la journée, n'importe qui peut voir ce qui se passe à l'intérieur. On peut bien sûr fermer, mais en général, c'est tout le temps ouvert. Je crois qu'on ne leur a jamais dit comment le fermer. Voilà ce qu'on voit quand on est spectateur, quand on se promène. On a une vue complète sur la salle, sur les gens qui répètent. Comme on est éloigné, on n'est pas le nez collé à la vitre, on ne gêne absolument pas les musiciens. On n'a jamais eu de problème à ce sujet-là. Donc le troisième thème que je voudrais aborder, je vois, il nous reste un petit peu de temps, un petit quart d'heure, c'est la flexibilité d'usage. On va aller un peu plus vite, mais c'est une question extrêmement importante. C'est une question qui est en plus économiquement très très importante. En Europe, globalement, on n'a pas trop de soucis d'argent. On n'avait pas trop de soucis d'argent pour faire réaliser des équipements. On a commencé à en avoir beaucoup pour les faire fonctionner. C'est-à-dire qu'il nous manque énormément il y a de moins en moins de subventions et les sponsors sont de moins en moins généreux. Donc il faut qu'on trouve d'autres moyens de faire de l'argent avec les lieux qu'on va créer. La flexibilité d'usage est un des moyens de trouver des fonctionnements alternatifs. Alors, je passe très très vite sur le quai Branly. Je reviens toujours sur NAM parce que je vais vous faire défiler différentes configurations d'utilisation de cette salle, uniquement grâce à un jeu de rideaux. Rideaux quand même qu'on a dessinés, quand je dis on, parce qu'on a été totalement impliqué dans le processus, avec Issey Miyake, et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Un auditorium dans sa globalité. On ne travaille qu'avec cette partie de l'auditorium. Pardon. On ne peut travailler qu'avec cette partie de l'auditorium. Ça, par exemple, c'est utilisé tous les samedis après-midi. Ici, ils sont en train de préparer une conférence. De l'autre côté, et il y a de la musique. Là, c'est le contraire. C'est l'ensemble qui peut être utilisé comme un bar ou comme un événement.
Et en attendant que la conférence qui a lieu ici se termine. On laisse tout ouvert, c'est ce qui se passe la majorité du temps. Et on arrive à Taipei. Ça, c'est un énorme projet qui sort de terre complètement. La structure métallique est presque complètement finie. On va commencer à faire l'installation des équipements scéniques à l'intérieur. Ça, c'est un projet de Rem Koolhaas à Taipei. Là aussi, quand on va le faire la première visite, on est dans un environnement disgracieux, complet, il n'y a rien d'intéressant, sauf ici la montagne qui est en face de nous, qu'on aperçoit derrière une ligne de tramway, de métro aérien, encore une fois, comme à Copenhague, un tout petit peu plus éloigné de Copenhague, mais à peine, mais par contre qui cache une grande partie de la vue sur la montagne, qui est très très verdoyante, qui est vraiment très très belle, très présente. Donc l'idée de Rem Koolhaas, c'est d'abord de tourner le dos à tous les bâtiments qui l'environnent et à remonter le bâtiment pour que très très vite on ait des vues au-dessus du truc. Le gros intérêt de cet équipement, c'est qu'il est à 2 pas du night market qui est ici, qui est une activité à Taipei. Ceux qui connaissent Taïwan, c'est l'activité principale. Donc voilà l'emblème de ce bâtiment. Alors on avait à mettre dans ce bâtiment un grand théâtre dont on a fait une volumétrie. Un plus petit théâtre qui était plutôt un théâtre d'opéra, Proscenium Playhouse, dont on a fait là aussi la volumétrie. Ça, c'est tous les équipements scéniques qui nous sont demandés. Ça, c'est la salle. Et un théâtre, ce qu'on appelle black box. Et l'idée qui est arrivée assez vite au cours de la discussion avec Rem et son équipe, ça a été d'agglomérer les trois et non pas de les poser comme nos concurrents l'ont fait à ce concours. Les concurrents ont tous posé les bâtiments les uns à côté des autres. Nous, on les a au contraire rassemblés entre eux. Et on a créé un cube qui réunit tous les services nécessaires au fonctionnement du théâtre. Et les volumes extérieurs ne sont que les salles. Donc on a 3 volumes extérieurs, une sphère, un parallélépipède rectangle parfait et une espèce de forme trapézoïdale qui vient se plugger, qui vient s'insérer comme une prise électrique à l'intérieur de ce grand carré. Et derrière, parce que comme on était en hauteur, il fallait qu'on ait des circulations verticales, et comme l'environnement derrière était dégueulasse, on leur a dit « vous êtes vraiment trop moche, on va vous mettre un grand truc très moche derrière, et dans lequel on a les monts de camions, les élévateurs, les escaliers, les issues de secours, on a bloqué, tout a été bloqué sur l'arrière. » Quand je dis on, c'est pas nous, hein, c'est vraiment l'équipe. Globalement, il y a eu un très très bel échange, y compris avec l'architecte taïwanais, Chris Yao. Voilà les plans, les coupes, ça c'est la black box, ça c'est le théâtre, le grand théâtre. Ça, c'est l'arrière-scène du grand théâtre qui nous sert de liaison avec la black box qui est derrière. On les retrouve là en coupe. Et donc, on a une enfilade de lieux qui sont effectivement compliqués à faire fonctionner. C'est pour ça que vous avez énormément de rideaux qui sont alternativement acoustiques, résistants au feu, acoustiques résistants au feu, etc. Qui nous permettent de faire fonctionner indépendamment les lieux les uns des autres ou tous ensemble. Le 3e bâtiment, au départ, il était plugué sur cette zone-là, et le client n'a pas souhaité, et il avait des arguments tout à fait intéressants, il voulait vraiment plutôt un fonctionnement un petit peu différent de ce bâtiment-là, donc on l'a remonté, donc il est coincé là-haut, comme ça. On le voit là, ici, il passe au-dessus. Ça, c'est c'est l'arrière-scène de ce théâtre. Voilà une coupe qui vous explique le fonctionnement. Alors on est effectivement dans un lieu dans lequel on rentre, comme dans la cathédrale du Puy-en-Velay, on rentre par le ventre de la cathédrale. Ben là c'est pareil, on rentre par en dessous et on revient, on se retourne et on rentre à l'intérieur de la salle. Toute la complexité des mécanismes, enfin ça je passe, c'est pas obligatoirement rien. L'autre salle est très très intéressante, mais insupportable à faire fonctionner, aussi bien d'un point de vue acoustique en visibilité. Enfin bon, pour l'instant, on y est vraiment arrivé. En plus, avec des éléments quelques éléments qui nous permettent
d'agrandir la scène jusqu'à cet endroit-là. On a des podiums des wagons sur lesquels il y a des fauteuils qui se rangent en dessous là ici et qui nous permettent d'avoir un agrandissement de la scène jusque là et donc d'être au même niveau. Ça, c'est une marque de fabrique chez nous. La circulation, elle n'est pas plus basse comme dans les théâtres traditionnels, elle n'est pas plus basse que la scène, elle est au niveau de la scène. Ce qui permet tout simplement aux handicapés aussi d'être au niveau tout de suite, on n'a pas d'escalier à franchir. C'est surtout ce qui nous permet d'avoir non pas une grande allée devant, ce qui est un peu toujours gênant ou une porte à proximité de l'accès du jeu des artistes qui est toujours gênant s'il y a quelqu'un qui arrive un petit peu en retard ou qui se trompe. Là, on se décale et on crée une possibilité aussi d'extension de la scène jusqu'à cette circulation principale. Voilà une simulation d'un spectacle qui a été donné, qui a déjà existé, qui était